Peu importe les logiciels que vous connaissez aujourd'hui, car avec le temps, chaque compétence technique devient obsolète. Ce qui reste vraiment avec vous, ce sont les principes de base, votre état d'esprit et la façon dont vous pensez à votre sujet. Bienvenue dans les Fondations pour le Design UX, une série de 15 épisodes qui vous fera traverser toutes les leçons importantes et les prises de conscience que j'ai eues jusqu'à présent en tant que designer UX autodidacte. Je m'appelle Ansh Mehra et je suis un concepteur de produits et compteur chez Zoll.com, qui est une plateforme d'hébergement d'événements virtuels. Dans cette session, nous allons apprendre certaines des erreurs les plus courantes que les étudiants commettent lorsqu'ils commencent leur carrière en tant que designer UX. J'espère que vous avez vu toutes les vidéos de la série précédant cet épisode. Cela étant dit, j'espère que vous apprécierez cette session. Alors, sans perdre plus de temps, commençons. Très bien, bienvenue à la conférence 6. Nous discuterons aujourd'hui de la typographie de l'interface utilisateur. Introduction à la typographie de l'interface utilisateur. Parce qu'avant d'aller à Figma et de déclarer nos styles de texte, il est vraiment important que nous comprenions la théorie. La plupart des vidéos et tutoriels que je vois parlent généralement de déclarer différents titres et textes de corps et des étiquettes, mais ils oublient souvent certains aspects pratiques de la construction d'un système qui évolue bien sur votre plateforme. Donc la plupart de ces vidéos se terminent en déclarant les textiles qu'ils ne vous montrent jamais vraiment ce qui se passe lorsque vous arrivez au côté développement des choses. Ce qui arrive quand on utilise ce système. Donc, je voulais combler ce vide. Mais avant de continuer, je vais supposer que vous avez vu mes 5 premiers épisodes téléchargés sur cette chaîne. Simplement parce que j'ai mentionné tant de choses dans les 4 épisodes précédents qui sont vraiment cruciales, comme si vos fondamentaux ne sont pas solides, alors vous trouverez quelque chose confuse ici, et même si vous n'avez pas commencé, c'est absolument correct. Vous pouvez terminer cette vidéo et revenir en arrière, mais vous devez vous assurer que vous suivez cette playlist entière avec discipline. J'espère que vous avez débuté la playlist des heures de bureau, car je conseille à tous de voir la playlist de démarrage et celle des nouvelles fonctionnalités. Mais maintenant, vous devez commencer à documenter vos apprentissages de la playlist des heures de bureau sur votre document Notion. Vous avez régulièrement lu les articles de Medium que je publie. Tous ces articles de Medium sont très complets, très pratiques, très faciles à comprendre et ils se déroulent en parallèle avec cette série entière. Donc, il y a tellement de choses que je ne peux vraiment pas couvrir dans ces sessions en direct simplement à cause de la durée. Donc, ces articles Medium, juste pour vous tenir au courant de tout ce que je découvre de nouveau sur Figma et dans le domaine de l'UX. Et si vous n'avez commencé aucune de ces choses, terminez votre programme après cette vidéo et à la fin. La chose la plus importante est de prendre soin de votre esprit et de votre corps, car rien de tout cela n'a d'importance si votre esprit et votre corps ne sont pas avec vous. Donc, vous devez vous assurer que vous prenez soin de toutes ces choses. Maintenant, avant de construire le système, la décision la plus importante est de choisir la bonne police. Comment décider quelle police me convient? Maintenant, il y a 2 façons d'inclure une police dans votre page d'atterrissage. Sur votre site web, sur votre plateforme. L'une consiste à télécharger ce fichier qui est probablement un fichier OTF ou un fichier TTF ou quoi que ce soit. La deuxième est que vous le récupérez même si vous le récupérez. Le récupérez-vous de vos propres serveurs ou externalisez-vous cela aussi? Donc, soit je veux dire la pratique la plus recommandée est de le récupérer à partir d'une source cloud. Donc, vous le récupérez soit à partir d'un CDN, soit d'un cloud. Je pense que CDN signifie réseau de distribution de contenu. Pas sûr, je dois vérifier cela sur Google. Mais la plupart des gens recommandent d'utiliser les polices Google. Pourquoi utilisent-ils cela? Parce que lorsque vous utilisez une police Google, vous pouvez ajouter un lien SRC et ce lien vous permet de récupérer cette police. Donc, cela fait gagner beaucoup de temps par rapport à, vous savez, télécharger la police que vous avez ajoutée. Donc, si vous créez un site web ou une plateforme qui a beaucoup de polices personnalisées, vous finirez par avoir des problèmes. Donc, je vous recommanderais toujours de toujours vous en tenir aux polices Google. Même dans les polices Google, vous devez trouver une police qui a plus de poids. Donc, vous avez besoin d'une variété de poids simplement pour vous faciliter la vie.
pour vous, car lorsque vous avez des poids allant de, disons, léger, puis vous avez moyen, puis vous avez gras, alors vous pouvez utiliser ces styles pour établir une hiérarchie sans utiliser de couleur ou sans utiliser aucun autre article fantaisie. Donc, cela rend la vie beaucoup plus facile pour vous et ces polices sont appelées super polices de famille. Donc, lorsque vous utilisez ces choses, vous réalisez que, oh, j'ai 7 façons différentes, donc je peux faire quelque chose créatif ici. Encore une fois, les polices Google sont totalement libres et faciles à charger. Pour cet exemple, nous choisirons Inter, une police que j'apprécie particulièrement. Mais pour être honnête, nous ne faisons qu'effleurer la surface et vous devrez lire beaucoup plus et je continuerai à mentionner tous les différents articles et vous savez, les ressources que je suis, donc vous devrez terminer vos devoirs après avoir regardé cette vidéo. Maintenant, il y a un test de police très intéressant et le crédit revient à Jessica Ish. Je ne suis pas sûr de bien prononcer son nom. Donc, Jessica, désolé pour ça, mais elle a dit que chaque fois que vous créez un bon système ou chaque fois que vous choisissez une police, vérifiez à quoi ressemble leur I majuscule, leur L minuscule et le chiffre 1. J'ai donc ici 3 polices Google et vous vous rendez compte qu'en Inter, les I majuscule et les L minuscule se ressemblent beaucoup, ce qui n'est pas vraiment bon signe. Même dans ce roboto, la différence est très légère. C'est subtil, mais en police monda, c'est absolument clair. Mais vous savez, c'est un compromis. Certaines personnes disent que c'est plutôt acceptable que le L et le I majuscule soient un peu similaires, mais c'est juste un test intéressant que je connaissais. Alors, j'ai pensé que je devrais juste le mentionner à vous les gars. Élargissons notre vocabulaire, car lorsque vous créez des systèmes, vous devez attribuer des textiles spécifiques à des composants spécifiques de votre interface utilisateur. Donc, un textile sera dédié à la rubrique. Un serait dédié au sous-texte et au paragraphe. Mais il y a quelques composants que les gens oublient souvent. L'un de ceux-ci est les étiquettes. Donc, lorsque vous avez un champ de saisie, vous avez souvent cette étiquette en haut qui a probablement plus d'espacement que d'habitude. L'espacement est l'espace entre ces lettres, n'est-ce pas? Et dans certains cas, le même style de texte que vous utilisez pour cette étiquette est également utilisé pour vos sourcils. Donc, par exemple, c'est ma carte. C'est juste une carte aléatoire qui parle essentiellement d'un cours. D'accord, nous allons simplement supposer que ce texte d'étiquette, ici, qui est le même style de texte, est en fait un sourcil. Certaines personnes l'appellent kicker, certaines personnes l'appellent surligne, mais essentiellement, le style de type que vous utilisez pour vos étiquettes et vos kickers et surlignes est essentiellement le même. Donc, chose importante, très peu de personnes déclarent réellement des styles pour cela. Ils augmentent simplement manuellement l'espacement, mais ce n'est pas possible dans vos styles Figma. Une autre chose très intéressante que beaucoup de gens manquent est le concept de tirettes et de tirettes N et de tirettes M. Et même si cela n'est pas directement lié à la déclaration de vos styles de texte, je pense simplement que c'est un concept très important à comprendre, et juste pour explorer la beauté du type. Donc les tirets sont le plus petit tiret, et ils sont utilisés pour coudre séparément. Des mots en un seul mot. Donc, quand vous voyez le mot effets à long terme, ce trait d'union ou haute technologie ou gros plan, tous ces éléments apparaissent à la fin. Je veux dire, c'est surtout une compréhension de comment nous utilisons différents symboles sur votre clavier. Parce que je suis assez sûr que vous utiliseriez les touches de base de votre clavier, mais que vous n'utiliseriez pas les caractères spéciaux qui ne sont visibles que lorsque vous maintenez la touche Option ou la touche Alt, et ils vous aident vraiment beaucoup lorsque vous résolvez quelques problèmes. Donc ce point est séparé, j'ai mélangé ce point avec ce point. Donc un autre cas d'utilisation des tirets est lorsque vous terminez une phrase et que le texte est vraiment long, le mot se divise. Donc dans ce cas, si ma div est de cette taille, lorsque vous allez après par qui est paragraphe, vous avez probablement de petites lignes, c'est aussi un tiret. Et je vous recommande de lire un merveilleux article de Pablo Stanley, il s'appelle Le Snob de type, et il est sur leur publication Medium. Ils ont une publication Medium qui s'appelle L'équipe de design, et c'est super amusant, extrêmement précieux, vous allez absolument l'adorer. Ensuite, nous avons le tiret N qui est utilisé dans les dates ou les numéros pour montrer une plage. Donc, lorsque vous dites page 24 à 50, ce n'est pas un tiret. C'est en fait un tiret N et il est également utilisé pour démontrer un conflit ou une connexion entre deux zones différentes. Donc, lorsque vous dites vol Delhi, New York, c'est en fait un tiret N. D'accord? Et comment y accédez-vous? Vous y accédez en appuyant sur la touche Option et tiret sur Mac. Donc, c'est la touche normale pour le tiret. Elle est disponible sur votre clavier, mais vous devez appuyer sur Option pour l'obtenir.
et je ne suis pas sûr du nombre de personnes au courant, mais si vous maintenez Ctrl-Command dans l'espace, vous pouvez réellement accéder au clavier emoji qui est très très utile, même dans la documentation de Notion ou même lorsque vous envoyez des textos parce que vous n'avez peut-être pas votre téléphone. Et si vous voulez utiliser un emoji, vous pouvez rapidement accéder à de beaux emojis grâce au raccourci. Il y a donc 3 tirets différents et il y a le trait d'union, le tiret demi-quadratin et le tiret quadratin. Mais vous vous demandez peut-être pourquoi on l'appelle tiret demi-quadratin ou tiret quadratin. C'est essentiellement parce que M fait référence à la largeur du caractère M et le tiret demi-quadratin ferait référence au caractère N. Donc, c'est plus petit, n'est-ce pas? Cela date de l'époque des presses d'impression. Donc, ils se référaient. Ils avaient évidemment besoin d'une unité relative. Donc, ils ont choisi le mot M parce qu'ils ont dit que O, c'est un mot vraiment large, donc vous pouvez simplement l'utiliser comme référence. Donc, le tiret M serait équivalent à la largeur du bloc que l'on utiliserait pour imprimer M. Donc, le dernier tiret est le plus grand tiret qui est le tiret M comme nous venons de le discuter. Et ils sont principalement utilisés pour ajouter une pause dans une phrase pour attirer davantage l'attention. Par exemple, si vous dites que c'est une excellente ressource, non, c'est la seule ressource dont vous avez besoin. Donc, pour apprendre l'UX, ma chaîne YouTube est la ressource. Donc, le tiret long est probablement utilisé dans la documentation, dans l'écriture, dans la plupart des textes publicitaires. C'est un outil très très populaire. Et vous pouvez y accéder en utilisant la touche Option, Shift et le trait d'union sur votre Mac. Il y a un autre article merveilleux, vraiment très détaillé. Et c'est sur practicaltypography.com. Ça s'appelle la typographie pratique de Butterick. C'est un bel article parfait pour un apprentissage approfondi. Si vous êtes intéressé, passons maintenant à l'aspect pratique de cette session entière. Permettez-moi de boire de l'eau avant de commencer. Parce que ça va devenir vraiment intense. Cool, alors gardons les choses très simples. Nous allons probablement simplement considérer cela comme notre plateforme entière, et je ne parle pas d'une page d'atterrissage. Je ne parle pas d'un site web, je parle d'une application. Une plateforme, votre plateforme entière, aura soit des étiquettes de texte d'interface utilisateur, soit des paragraphes dans la plupart des cas. 80 à 90% de vos choses vont se situer dans ces 3 seaux. Votre système de marketing peut être absolument parfait, donc il doit y avoir un système pour vos sites web, mais nous nous en occuperons séparément. Pour l'instant, nous parlons de l'application que vous allez créer. Il existe désormais une différence notable entre le texte de votre interface utilisateur et vos paragraphes. La plupart des gens mélangent ces deux, ils ne déclarent pas de type séparé pour cela, et la plus grande différence est la hauteur de ligne. Maintenant, je sais que beaucoup d'entre vous ont vu cette interface sur le côté droit. Je l'ai inversé, mais c'est disponible sur Figma. Quand vous écrivez quelque chose sur le côté droit, c'est là dans la colonne de conception. Las plus d'entre vous ont vu ces choses, mais vous ne les avez jamais vraiment explorées. C'est vrai parce que la plupart des gens disent que nous devons juste changer la taille de la police et l'espacement des lignes et la césure. Et vous savez, nous en avons fini avec ça. Mais ce panneau a un pouvoir immense comme je ne peux même pas surestimer le genre de pouvoir et de potentiel que ce panneau a. Donc, la typographie est plutôt géniale et une fois que vous comprenez comment ça fonctionne, vous ne serez jamais confus ou intimidé par les bibliothèques de police. Donc, ce que j'ai fait, c'est que nous allons comprendre 5 choses essentielles sur ce panneau entier et je les ai énumérées. Donc, nous avons ces 5 choses différentes que nous allons comprendre aujourd'hui. Et la première est la hauteur de ligne. Donc, c'est mon texte ici, n'est-ce pas? C'était mon petit texte fantasy. J'ai utilisé Inter pour cela. La hauteur de ligne que j'ai utilisée ici est de 120%, le sous-texte à 150%. Donc, j'ai utilisé 2 exemples pour que je puisse vous montrer comment les choses varient. Donc, le titre a une hauteur de ligne de 120%, et puis j'ai réalisé que, comme la taille de la police diminue, je dois augmenter la hauteur de la ligne. Donc, c'est une règle de base, mais vous dites que, bien, 50 pixels de police, c'est la hauteur de la ligne, 32 pixels de police, c'est la hauteur de la ligne, et vous dites que, j'utilise des pourcentages sur Figma. J'écris 150-20, mais votre développeur pourrait préférer les pixels, simplement parce que lorsque vous traitez en pourcentage, vous finissez réellement par avoir des décimales compliquées. Parce que les pourcentages sont relatifs et quand vous déclarez des pixels, alors c'est absolument concret. Donc la bonne stratégie est de déclarer votre hauteur de ligne en pixels. Une fois que vous avez compris que d'accord 120 pour les titres, j'ai décidé que j'ai utilisé 120 pour mes titres. J'accepte.
J'ai un H2, H3. Cela fait 64, cela fait 60, cela fait 58. Puis je calcule simplement les valeurs en pixels. Exact. Pourquoi devrais-je leur donner, ne leur donnez pas une règle générale. Que, oh, j'ai, vous savez, 64, 60 et 58 titres en pixels et la hauteur de ligne pour tous ces derniers est de 150. Ne faites pas cela, donnez-leur les pixels exacts et ayez également un système pour calculer la hauteur de ligne. Il existe donc plusieurs méthodes pour cela. Vous pouvez aussi chercher sur Google, certaines personnes considèrent le ratio doré comme une bonne approche. Certaines personnes ont comme une différente, il y a des échelles géométriques que vous pouvez utiliser pour déterminer quelle hauteur de ligne vous devez faire. Mais la règle de base est que lorsque la taille de la police diminue, vous devez augmenter la hauteur de ligne. Une très très bonne ressource est le site goodlineheight.com et il est parfait pour un apprentissage approfondi. Encore une fois, cela vous avantagera. Cela vous fera comprendre quelle hauteur de ligne fonctionne bien pour différentes tailles de police. C'est donc une merveilleuse ressource. Alors commençons à mettre en œuvre ces choses. Disons simplement que j'ai du texte d'interface utilisateur, d'accord. C'est ma carte. Tout cela est une carte de profil, n'est-ce pas? Et ça dit, Anshmera, vous avez votre désignation et vous avez votre entreprise. Ce n'est pas un titre, ce n'est pas un paragraphe, c'est essentiellement un texte d'une ligne. Dans votre texte d'interface utilisateur, la hauteur de ligne doit être équivalente à votre texte à 100%. Donc, si ça dit Ansh, vous devez essentiellement vous assurer que ma hauteur de ligne est seulement ici simplement parce que quand j'ai ma hauteur de ligne jusqu'ici, je peux essentiellement dire que, je peux dire à mon développeur qu'entre mon nom et ma désignation, il y a probablement un rembourrage de pixels de 4 pixels. Je suis désolé, j'ai dit rembourrage de pixels, mais si vous aviez plus de hauteur de ligne intégrée dans votre texte d'interface utilisateur, alors vous auriez souvent un certain rembourrage interne, disons, c'est mon Ansh, il y a un certain rembourrage externe ici, puis vous dites ajouter 4 pixels, puis vous avez un certain rembourrage externe ici, et ici, également dans votre désignation que vous ne voulez pas. Donc, dans votre texte d'interface utilisateur, vous devez vous assurer que votre hauteur de ligne est de 100, mais dans votre paragraphe, vous ne pouvez pas l'avoir à 100 car cela semblera très serré pour un long texte et un long paragraphe. Donc, c'est ici comment cela pourrait ressembler. Lorsque vous dites que la hauteur de ligne est de 100, pouvez-vous voir à quel point c'est serré parce qu'il n'y a absolument pas d'espace. Cette virgule est ceci. Ils coïncident absolument à ce qui semble vraiment mauvais et dans le deuxième cas, vous avez une certaine hauteur de ligne. C'est mon deuxième cas et là, j'ai une hauteur de ligne de 150, donc il y a plus d'espace pour respirer. Je peux comprendre ce qui se passe. Maintenant, nous allons passer à l'espacement des lettres. Et dans ce titre spécifique, j'ai fait l'espacement des lettres à moins 3%. Et c'est à quoi ressemble réellement la police. Si je n'avais jamais changé l'espacement des lettres. Donc, ça semble un peu décalé pour une certaine raison. Cela semble vraiment cool alors que cela a un peu trop d'espace. Mais pouvez-vous remarquer comment les choses sont légèrement différentes ici? Donc, à chaque modification de ces paramètres sur votre panneau droit. C'est ce que vous voyez dans votre panneau d'inspection. Vous avez un panneau d'inspection sur Figma et vous ne voyez que 150% dans votre CSS. Mais lorsque vous ajoutez moins 3% dans votre panneau de propriété Figma, vous vous rendrez compte que votre inspecteur ne dit pas moins 3%. Il dit en fait quelque chose comme moins 0,03 m. Ce n'est pas un pourcentage, ce n'est pas un pixel. Alors pourquoi Figma a-t-il converti cela en ems? Maintenant, la question est, qu'est-ce que sont exactement les ems? Et beaucoup d'entre vous auraient entendu parler de rems. Aussi, voyez, les pixels sont absolus, les rems sont relatifs. Maintenant, c'est là que nous arrivons à la partie la plus excitante de la session. Nous introduisons des unités relatives. Et si vous créez des plateformes réactives, si vous créez des sites web réactifs, vous devez comprendre comment fonctionnent les unités relatives. Vous ne pouvez pas vraiment travailler uniquement en pixels. C'est très important. Principalement pour vos sites web, pages d'atterrissage ou votre plateforme. Comprendre les unités relatives est extrêmement important. Lorsque vous créez des sites web basés sur des clients, comme des sites web de vente de conversion, parce que vous avez trop de bureaux différents que vous devez accommoder lorsque vous créez un site web, donc les unités relatives ne sont pas absolues comme les pixels. Si je dis que quelque chose fait 12 pixels, cela restera 12 pixels que ce soit un petit ordinateur, un grand ordinateur ou un très grand ordinateur.
Mais que se passe-t-il si je dis que je veux 12 pixels pour le petit ordinateur, peut-être 16 pixels pour un ordinateur de taille à moyenne et 18 pixels pour un très grand ordinateur parce que je ne veux pas que le gars, vous savez, plisse les yeux quand il lit ma police s'il a un très grand ordinateur. Donc j'ai besoin de choses, j'ai besoin de taille de police qui change en fonction de la taille de mon ordinateur. Maintenant, quand nous parlons de la taille de mon ordinateur, nous parlons essentiellement de la fenêtre d'affichage. C'est la largeur ou la hauteur de la fenêtre d'affichage. Il y a beaucoup d'unités relatives populaires, mais nous ne devons pas toutes les examiner. Mais il y a des pourcentages qui pourraient dire que 70% de cette chose. Il y a la largeur de la fenêtre d'affichage, qui signifie que lorsque la largeur de votre bureau augmente, la taille de la police augmente également. Il y a aussi la hauteur de la fenêtre d'affichage, qui signifie que si la hauteur de mon ordinateur augmente, alors seulement la taille de la police augmentera. Puis il y a M, puis il y a REM. Maintenant, ce M vient essentiellement de cette explication de tiret M que nous avions. Vous aviez essentiellement cette lettre M, c'est la largeur de ce M, mais la question est d'où vient ce M? Quelle est la taille de ce M? Exactement, parce que lorsque nous avions des presses d'impression, nous pouvons dire que ce M est peut-être, vous savez, 5 cm ou ainsi de suite. Mais même si nous disons que ce M qui est relatif à un certain M, quelle est la taille de ce M? Donc, votre navigateur a une taille de police de base, chaque navigateur l'a. Si vous utilisez Google Chrome, il peut être réglé sur 6 pixels, c'est une taille de police de base que chaque navigateur Chrome possède. Donc, si vous allez dans vos paramètres, panneaux dans les paramètres d'apparence de votre Chrome, ou même si vous recherchez le mot police dans votre panneau de recherche lorsque vous allez personnaliser les polices ou la taille de la police, ce sont les paramètres de taille de la police que vous ouvriez, vous le verriez. Que cette taille de police de base est en fait de 16 pixels, elle est probablement réglée jusqu'ici et vous pouvez changer cela. Donc si vous êtes un gars qui veut des polices vraiment petites, vous pouvez réduire cela de 16 à 12 ou si vous êtes une personne vraiment âgée qui a besoin d'avoir de grandes polices sur chaque site web, vous le réglerez à probablement ce point. Donc peu importe quel site web vous ouvrez, Google Chrome traduira automatiquement cela en grande police. Donc quand je dis que mon Google Chrome a une police de base de 16 pixels, cela signifie essentiellement que 1 mètre est égal à 16 pixels. Il est relatif à la taille de ma police de base, mais si une personne vraiment âgée a augmenté cette taille de police de base de 16 à 24, alors 1 mètre devient 24 pixels pour cet ancien utilisateur. Et au début, seul M est arrivé correctement. Ils n'étaient pas absolus et ils étaient influencés par d'autres facteurs. Mais récemment, nous avons commencé à utiliser des REMs. Mais comprenons quel était le problème avec les MES. Qu'est-ce que les REM? Et pourquoi avons-nous besoin des deux? Et lequel devrions-nous choisir? Voyez, juste en utilisant des EMS, vous aurez quelques tailles de police inattendues. Et je vais vous dire pourquoi, même si cela semble très logique. Je vais expliquer pourquoi des polices incorrectes peuvent être attendues. Quand vous utilisez M, et cet exemple est légèrement complexe, cela implique de l'imbrication, et l'imbrication est la seule raison pour laquelle vous ne devriez pas utiliser des M, mais supportez-moi. Il se peut que vous deviez voir cette vidéo 2 fois, mais ne soyez pas effrayés. C'est en fait très simple, d'accord? Ne vous inquiétez pas, nous passerons en revue toute cette chose lentement. Donc, supposons que mon navigateur a une taille de police de base de 16 pixels. J'ai un site web qui a un grand conteneur, donc c'est mon grand conteneur juste ici. Et voici à quoi il ressemble. Vous avez une belle photo. Vous avez votre titre. Vous avez un sous-texte. Maintenant, je vais diviser ce conteneur entier en sections. Donc, cette grande chose ici, cette grande boîte, c'est mon conteneur parent. Cette boîte ici qui contient mon en-tête et mon sous-texte et plein de choses. C'est un élément enfant de ce conteneur parent. Ce n'est pas déclaré dans le code. Comme dans le code, vous auriez une div, puis à l'intérieur de cette grande div, vous avez de petites divs, donc c'est ma façon logique de comprendre, et même comme la plupart des développeurs comprennent de cette façon, que c'est un élément enfant de ce grand-parent conteneur. Maintenant, bien au niveau extérieur, nous avons un grand-parent avec un enfant, mais cet élément enfant est aussi un conteneur parent pour ce titre et ce sous-texte. Si je ne considère que cette petite boîte, vous réaliserez que ce paragraphe est un paragraphe enfant à l'intérieur de ce parent. Facile à comprendre. Maintenant, je dois déclarer les tailles de police.
Je fais cela sur Figma, je code cela. Je dois déclarer les tailles de police en EMS. Je ne vais pas utiliser de pixels, je crée un site web responsive. Imaginez maintenant que ma taille de police de base est de 16 pixels. J'utilise Google Chrome, donc en réalité, c'est 24 pixels au lieu de 24 pixels. Dans mon design, lorsque je concevais, j'ai fait ceci en 24 pixels et j'ai fait cela en 12 pixels, mais maintenant, nous avons décidé que nous n'utiliserons jamais de pixels. Donc, je vais simplement convertir 24 pixels en On5M. Le calcul est assez simple car 1,5 de mes 16 pixels me donnera 24 pixels, donc c'est mon M. C'est la taille de ma police de base et c'est le résultat final que je veux. Donc si un oncle a changé cela, a probablement 18 cela, cette chose augmenterait et c'est ce que je veux. Et au lieu de 12 pixels, je le rendrai simplement 0. 75 mètres, c'est le calcul. 0,75 de 16 pixels me donnerait 12 pixels, donc tout est trié. Donc, je ferai mon site web entier et réaliserai que, oh merveilleux. Et je m'attendrai à ce que ces 12 pixels qui sont maintenant codés comme 0,75 pixels, et j'ouvre le site web. Je verrai 12 pixels, donc j'attends ceci. En réalité, j'aurai 18 pixels. Comment cela s'est-il produit? Je veux dire qu'on le multiplie par la taille de la police de base, n'est-ce pas? Non, tu ne l'es pas. Et je vais te dire ce qui se passe. Quand j'ai un paragraphe enfant et quand je dis que c'est 0,75 mètres, ce M ne se réfère pas à mon navigateur. Il se réfère en fait au conteneur parent. Donc je pensais que 0,75 mètres se référerait à 16 pixels de mon Chrome, mais il se réfère en fait à la taille de la police de mon conteneur parent et mon conteneur parent avait une taille de police de 24 pixels. Vous pouvez en fait l'ajouter. Donc, si vous utilisez Webflow, vous savez que vous pouvez ajouter des tailles de police à des divs spécifiques. Aussi, donc, peu importe ce que votre site web a ou quelle est votre racine, comme quelle est votre police de base, Chrome ou quoi que ce soit, vous pouvez en fait allouer des tailles de police spécifiques à cette grande div, grande boîte sur votre site web. Donc, le problème est que M est relatif aux parents et non à votre Chrome, donc REMS, qui est le nouveau format. C'est le nouveau format. Les REMS sont directement relatifs à votre élément racine du site web. Trop de mots compliqués, mais juste une minute. Le R dans REMS signifie racine. Et pourquoi racine? Parce qu'il fait simplement référence à la balise HTML ou à votre taille de police de base. Il y a donc différentes façons de traiter cela. Vous pouvez soit vous référer à votre taille de police de base, soit vous pouvez effectivement vous référer à votre balise HTML également. Mais lorsque nous utilisons des REMS, nous savons que si votre Chrome est réglé sur 16 pixels dans la plupart des cas, votre REM va se référer à cela comme une racine. Donc, techniquement, les REM sont la manière la plus accessible de déclarer vos polices. Pas des EMS, pas des pixels, mais des REMS, je sais que cette session est devenue légèrement compliquée. Vous devrez peut-être lire un peu, mais une fois que vous aurez lu ceci, vous comprendrez vraiment cela. Et vous me remercierez lorsque vous déclarerez votre système de typographie parce que vous réaliserez enfin que oui, il a effectivement mentionné un point très important. Alors, ne faisons pas trop. S'il vous plaît, lisez davantage sur la typographie en CSS. Ne vous limitez pas uniquement à vos fichiers Figma ou simplement au style de typographie de base que vous voyez sur différents sites web. Ne vous limitez pas à cela, approfondissez votre compréhension du fonctionnement du CSS et assurez-vous de réviser tout ce que vous apprenez, car si vous ne révisez pas, vous finirez par perdre. Il est crucial de tout documenter et de commencer à lire des articles de design sur Medium. Si vous ne le faites pas encore, lisez simplement d'autres articles et finissez vos vidéos en suspens. Après cette vidéo, si c'est votre première visite ici, vous devez voir tout ce que j'ai enseigné jusqu'à présent pour comprendre ce qui se passait. La prochaine session sera dédiée aux déclarations où nous utiliserons Figma pour commencer à déclarer notre système de type. Mais je voulais juste que vous compreniez pourquoi j'utiliserai des REM au lieu de pixels. La plupart des gens passent directement au REM, ils n'enseignent jamais vraiment le concept des REM ou comment avons-nous même atteint le point d'utiliser des REM, ce que je pense était très important. Maintenant, juste l'annonce importante appropriée. Nous avons quelques sessions premium disponibles sur Graphy et c'est parfait pour les personnes qui souhaitent améliorer leur processus et compétences complémentaires. Vous savez, en dehors de vos compétences de base, donc vous avez une session sur le design d'interface, une session sur Notion, une session sur l'apprentissage rapide et gagner plus. Ensuite, une session sur l'obtention d'un bon travail de design, suivie d'une session captivante sur mon utilisation de Figma pour les campagnes sur les médias sociaux.
Alors, comment je construis des systèmes dans Figma qui me permettent de faire de très bons carousels et de très bonnes affiches et comment je me capture, quel est mon équipement, quel genre de lumière j'utilise et toutes ces différentes choses. Et ces sessions ont des rediffusions illimitées, donc vous les achetez. Une fois et vous les avez pour toujours et vous pouvez aller à anchemeragraphie.com, je mettrai le lien dans la description pour que vous puissiez les obtenir. Mais oui, si vous avez aimé cette vidéo, assurez-vous d'aimer, de laisser votre avis en commentaire et de vous abonner. Si vous ne vous abonnez pas, comment serez-vous pour l'épisode suivant? Et cela m'aide vraiment beaucoup lorsque vous publiez un avis sur Instagram si vous me taguez. Sur anchemera.org, cela m'aide simplement à atteindre plus de personnes. Et à part ça, oui, je pense que je suis assez heureux que nous ayons atteint ce point. Je suis heureux que vous ayez atteint l'épisode 6. Il y a encore plus d'épisodes à venir. Mais je suis absolument confiant qu'à la fin de ces 15 épisodes, vos bases ou les vôtres deviendront solides. Assez, mais oui. À très bientôt, les gars. L'épisode en hindi sera également disponible, donc si vous êtes intéressé à apprendre en hindi, c'est également disponible. Et je vous verrai la prochaine fois. Prenez soin de vous, les gars. Au revoir, bonjour, monsieur, est-ce monsieur Verma pour la location d'appartement? Oui, monsieur, parlez-vous hindi? Oui, je parle hindi. Quoi? Monsieur, je voulais trouver un appartement 2 BHK à Bellindur, entièrement meublé près de la zone technologique. Alors, quel est le loyer actuel? Pour quelle raison? En fait, j'ai un stage ici. C'est pour 6 mois, donc je voulais louer une maison. Êtes-vous marié? Non, monsieur. Je suis étudiant universitaire. Buvez-vous des boissons? Buvez-vous? Non, je ne bois pas. Depuis quand voulez-vous une maison? Je veux dire depuis maintenant. Je suis venu à Bangalore. Mon stage commence la semaine prochaine. Tu ne l'obtiendras pas si tôt. Tu aurais dû me le dire au moins 3 mois plus tôt. Mais il doit y avoir une maison vide, non? Elle est vide, mais je ne la donne pas aux célibataires. Pourquoi? Je ne bois ni ne fume. Non, et non. Personne n'obtient une maison pour 6 mois. 12 mois seront le registre. 11 mois seront l'accord notarié. 3 mois de sécurité, 1 mois de loyer d'avance droit de timbre. Je ne sais pas ce que tout cela est. Alors Google-le. Tu es un technicien? Oui, mais est-ce que la maison est à toi ou à quelqu'un d'autre? Ce n'est pas la mienne, je suis un courtier. D'accord. Un avec qui vous allez signer l'accord. Il doit payer l'autre courtier? L'autre courtier? Celui avec qui vous allez signer l'accord. Il fait une chose, va directement à lui, parle-lui. Il n'y aura qu'un seul courtier pour une maison. Alors faites une chose, allez directement à lui, parlez-lui. Quel est votre budget? Max 10, 15 000 pas de 1 BHK pour ce prix. Minimum R 20 000 pour une maison semi-meublée. Mon budget n'est pas si élevé. Rencontrez-moi une fois. J'ai besoin de frais de consultation. 800 R. Pourquoi? Vous avez le meilleur courtier. C'est un peu cher. Évitez les frais de consultation. Venez voir la maison directement. J'ai les clés. Venez, c'est un peu haut. Ne payez pas les frais de consultation. Venez directement voir la maison. J'ai les clés. Venez, ne le voulez pas. Désolé. Écoutez-moi. Moi, pour une seconde, je vais vous montrer les clés. Non, je n'en veux pas. Désolé, écoutez-moi.